Parlons des séries de Taylor et de Maclaurin. Donc on pourra s'intéresser donc à fonctions qui pourront s'exprimer sous cette forme. C'est 0 plus c'est 1x, etc. Donc là, une série entière centrée en 0. Donc une fonction qui s'exprime sous la forme de la somme d'une série entière centrée en 0. Mais on peut prendre le cas général aussi, où la série est centrée en A. On pourra quelconque, donc f de x, c'est 0 plus c'est 1x moins a, etc. Maintenant, si cette fonction existe et qu'elle peut être exprimée sous la forme de la somme de cette série, à quoi vont être égaux les coefficients Cn de cette série? Et c'est là qu'on obtient le théorème du développement d'une fonction en série entière. Le théorème il dit la chose suivante: si f possède un développement en série de puissance au point a égale 0, donc en 0, alors forcément le coefficient Cn, c'est la dérivée nième de f au point 0 sur n factoriel. Alors vous comprenez déjà, donc on suppose que la fonction est indéfiniment dérivable, puisqu'on parle de la dérivée nième. Voilà, donc si f admet ce développement, forcément les coefficients vont être égaux à cette quantité. Et donc, en appliquant ce théorème, donc une série de Maclaurin des fonctions f, c'est tout simplement, c'est la somme de Cn xn, c'est la somme de Cn x puissance n, avec Cn, on a dit leur formule, c'est la somme de donc la dérivée de f, la dérivée nième de f au point 0 sur n factoriel. Voilà une série de Maclaurin pour une fonction f. La série donc Maclaurin est autour du point 0, mais on peut prendre une série autour du point A. Et dans ce cas-là, le coefficient Cn, ça sera la dérivée nième en A sur n factoriel. Et on obtient le développement avec la série entière, la somme de f1 x moins a puissance n sur n factoriel. Donc la série de Taylor centrée en 0, c'est la même chose que la série de Maclaurin. Donc si on remplace ici a par 0, on obtient la série de Maclaurin. Trouver la série de Maclaurin, la fonction exponentielle x. Donc on a la série de Maclaurin, c'est la somme de Cnxn avec fn de 0 sur n factoriel x puissance n. C'est ça le coefficient Cn en fait. C'est ça en fait. Trouver la série de Maclaurin, ça veut dire trouver le coefficient Cn finalement. La somme de Cn xn avec Cn. Par définition, on a dit le coefficient Cn, c'est la dérivée nième au point 0, donc c'est pas f puissance n ici, c'est la dérivée nième. Divisé par n factoriel. D'abord, en regardant les dérivées de la fonction exponentielle x. Donc f' de x, c'est exponentielle x, c'est la fonction elle-même. f2' de x, c'est-à-dire ça c'est f2. Ce qu'on note f2. La dérivée deuxième de x, c'est exponentielle x. f3 de x, c'est la dérivée de la dérivée deuxième, et donc ça donne exponentielle x, etc. Donc la dérivée nième de x, c'est la même chose, c'est exponentielle x. Voilà. Du coup, ça c'est la dérivée nième. Ceci implique la dérivée nième au point 0, fn de 0. C'est ça qui nous intéresse finalement ici. C'est la dérivée nième au point 0
c'est égal à quoi finalement? C'est juste exponentielle de 0, c'est égal à 1. Voilà la dérivée nème au point 0. Et donc là, on peut écrire finalement le développement de Maclaurin, donc f de x, qui est égal à l'exponentielle x finalement. L'exponentielle x, ça veut dire on pourra l'écrire la somme de 1 sur n factoriel fois x puissance n. Je peux mettre x puissance n directement dans le numérateur. C'est-à-dire je pourrais l'écrire sous la forme, pour n égale 0, donc j'obtiens 1, plus 1 sur 2 factoriel, plus... Donc cette fonction, ce développement de Maclaurin, on pourra l'écrire, c'est 1 plus x carré sur 2 factoriel, x3 sur 3 factoriel, etc. jusqu'à l'infini. Donc l'exponentielle x est une fonction qu'on peut écrire sous la forme de la somme d'une certaine série entière. Maintenant, c'est quoi le rayon de convergence de cette série? Donc on peut juste chercher la limite de an plus 1 sur an. Égale à la limite de x sur n plus 1 et c'est égal à 0. Plus petit que 1. Donc le critère d'Alembert dit que le rayon de convergence, c'est plus l'infini. D'après d'Alembert. Voilà donc pour cette série. Donc le rayon de convergence, c'est l'infini. Ça veut dire que soit x appartient à R, on a la convergence de cette série. Ça veut dire que cette écriture exponentielle x égale à ça, elle est valable pas uniquement pour quelques valeurs de x, mais pour tous les x qui sont dans R. Voilà, donc cette écriture-là, elle est valable pour tous les réels, quel que soit x dans R. Dérivons la série de Maclaurin, la fonction exponentielle x. On va chercher la dérivée. D'abord, la série de Maclaurin, on a exponentielle x, c'est 1 plus x carré sur 2 factoriel, plus x3 sur 3 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, plus xn sur n factoriel, etc. jusqu'à l'infini. Maintenant, si je dérive à gauche et je dérive à droite, c'est quoi la dérivée? Donc, la dérivée d'une somme infinie, on va sommer indéfiniment les dérivées. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x carré sur 2 factoriel, donc 2 factoriel, c'est 2x sur 2, ça donne x. x3 sur 3 factoriel, ça donne 3x carré sur 3 factoriel, donc 3x carré sur 3 factoriel. Le 3 factoriel, on peut l'écrire 3 fois 2 factoriel. Le 3 se simplifie, on obtient x carré sur 2 factoriel, etc. On voit que c'est égal exactement à la même chose, plus x3 sur 3 factoriel, etc. Donc, plus xn sur n factoriel jusqu'à l'infini. Ça, donc, c'est la dérivée de la série de Maclaurin. Et on voit que c'est la même chose que la série elle-même. Question, trouver la série de Maclaurin pour sinus x. Toujours, on a dit, s'il existe, hein, cette série sinus x, c'est la somme, la dérivée fn au point 0 sur n factoriel fois x puissance n. N varie de 0 jusqu'à l'infini. Donc, comment calculer la dérivée nième au point 0? Commençons d'abord la première dérivée, donc f de x. F de x, c'est sinus x. La dérivée première, c'est cos. La dérivée seconde, c'est moins sinus. F3, donc ça donne moins cosinus. F4, ça donne
moins cosinus, donc ça donne plus sinus, etc. Comment on pourra l'écrire réellement? Donc ça, ce qu'on vient de faire, c'est la dérivée en x, mais en 0. Cyril de Maclaurin dit la dérivée énième en 0. Donc par exemple ici, f' de 0, c'est cos de 0, on voit que c'est 1. Ensuite, la dérivée deuxième, c'est sinus x de 0, donc sinus de 0, c'est 0. La même chose, par exemple, ici, f quatrième de 0, c'est 0. C'est la même chose pour toutes les dérivées paires, finalement, parce que toutes les dérivées paires vont être plus ou moins sinus. Donc, toutes les dérivées paires, finalement, f de n, par exemple, si la dérivée est paire, on peut l'écrire f de n de x. Ce sera toutes les dérivées paires, on pourra l'écrire sous la forme sinus x avec moins 1, peut-être un signe moins qui va apparaître. Donc ici, je mets 2n pour dire paire, la dérivée paire avec donc, la dérivée deuxième, quatrième, sixième. Donc c'est moins 1 puissance n sinus x. On pourra le vérifier par exemple. Pour n égale 1, donc on trouve la dérivée deuxième. La dérivée deuxième, c'est quoi? C'est moins sinus x. Donc la dérivée deuxième, on l'obtient ici pour n égale 1. On voit que c'est moins sinus x, on est correct. Par exemple, la dérivée quatrième. La dérivée quatrième s'obtient pour n égale 2. Donc f4, c'est moins 1 puissance 2, c'est positif. Et là, on vient de signe positif. Alors qu'avant, c'était signe négatif. Donc cette expression, elle est correcte. Mais peu importe, c'est que la dérivée en fin de compte f de n, en 0, ça va être forcément 0, puisqu'il y a le sinus qui va apparaître. En revanche, les dérivées impaires, ça c'est les dérivées paires. Maintenant, si je prends les dérivées impaires f de n plus 1 de x, regardons bien, donc on voit que déjà c'est un cosinus x, toutes les dérivées impaires, f1 c'est cos, f3 c'est cos, etc. Sauf qu'il y a peut-être un signe moins qui apparaît, parfois c'est moins, parfois c'est plus. On voit ici par exemple c'est plus, ensuite c'est moins, etc. Et ça va alterner indéfiniment. Et de façon générale, on pourra l'écrire, donc c'est moins 1 puissance n cos x. Vérifions bien que la formule est correcte. Par exemple, pour n égale 0, on obtient la dérivée première, et la dérivée première, c'est directement cos. On est correct, donc c'est plus. Pour n égale 1, par exemple, pour n égale 1, ici, on obtient 3, la dérivée troisième. Donc la dérivée troisième, c'est celle-là. On doit avoir un signe moins. Est-ce que c'est vrai? Moins 1 puissance 1 cos x. Oui, c'est correct. Donc on a la bonne formule pour les dérivées impaires. Les dérivées impaires. Et donc f de n plus 1, les dérivées impaires au point 0, c'est moins 1 puissance n cos 0. Mais cos de 0, c'est 1. Donc c'est égal directement à moins 1 puissance n. Voilà le problème. Donc la difficulté finalement, c'était juste les dérivées énièmes. Et parce qu'on fait le calcul pour la première fois. Mais sinon, on pourra les connaître carrément par cœur, c'est là. On pourra maintenant écrire donc sinus x. On connaît la dérivée. Donc en fait, on voit que la somme des Cn, les Cn, on a des Fn de 0, certaines sont nulles. Toutes les puissances paires sont nulles. Parce que les dérivées paires sont nulles. Il ne restera que les dérivées de rang impair. En gros, qu'est-ce qu'on va avoir si on veut vraiment appliquer la formule? Donc f1 de 0, on a dit 1. Ensuite, par exemple, ici, f3 de 0 égale moins cos 0, c'est-à-dire donc moins 1. On voit que les coefficients, donc les dérivés impairs ne sont pas nuls. Et donc également, les coefficients Cn ne sont pas nuls. Quand n est impair, en gros, on va avoir la chose suivante. On va avoir x moins x3 sur 3 factoriel, plus x5 sur 5 factoriel, etc. Plus, après moins x7 sur 7 factoriel, que les puissances impaires. Et ça, on pourra l'écrire, la somme
c'est x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Et là, on va avoir moins 1 puissance n qui va apparaître, puisque le signe va changer de façon alternative. Et c'est ça le développement en série de Maclaurin de la fonction sinus x. La deuxième question, donc, c'est le rayon de convergence. On va utiliser le critère d'Alembert généralisé. Donc, pour appliquer le critère d'Alembert généralisé, donc on a vu, on va appeler ça AN. Donc, on va calculer AN plus 1 sur AN en valeur absolue. Donc, comme on travaille avec les valeurs absolues, on n'a pas besoin de cette quantité, puisque cela prend plus ou moins 1 avec la valeur absolue, donc ça va donner toujours 1. On va juste prendre x puissance 2n. Donc, à n plus 1, on remplace n par n plus 1. Donc, on va avoir 2n plus 1 finalement, plus 1, c'est-à-dire finalement c'est 2n plus 3, sur 2n plus 3 factoriel. Donc, on peut écrire directement x puissance 2n plus 3 divisé par an, ça veut dire multiplié par l'inverse de an. Et l'inverse du coefficient an, donc ça c'est le coefficient an, l'inverse c'est 2n plus 1 factoriel sur x puissance 2n plus 1. On peut mettre les valeurs absolues. Et là, qu'est-ce que ça donne? On voit ici x puissance 2n plus 3, et là c'est x puissance 2n plus 1. Donc il va rester x puissance 2n divisé par, ici on a 2n plus 3 factoriel, ça donne 2n plus 3 fois 2n plus 2 fois 2n plus 1 factoriel qui va se simplifier avec les 2n plus 1 factoriel. Donc il va rester uniquement, ici il va rester x puissance 2. Pardon. Voilà. Et on voit que la limite de cette quantité, c'est ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini, quel que soit x, pour tout x dans R. Ça veut dire pour tout x dans R. Donc le rayon de convergence finalement, R c'est l'infini. Parce qu'on a la convergence a lieu par quel que soit x. Critère d'Alembert, ça c'est plus petit que 1. D'après le critère d'Alembert, la série est convergente. Donc notre sinus x qui s'écrit comme ça, cette égalité a lieu pas uniquement par quelques valeurs de x, mais pour tous les x dans R. On pourra écrire donc le coefficient an plus 1 sur an, c'est égal à ça. La démarche, on la voit ici, la démarche. La limite de cette quantité égale à 0 plus petit que 1 implique que la somme de an converge d'après le critère d'Alembert. Et ça, quel que soit x appartient à R, puisque cette limite, c'est toujours 0, quel que soit x appartient à R. On conclut que le rayon de convergence égale à plus l'infini, puisque pour tous les réels, on a la convergence de la série entière. Cela veut dire que notre sinus x, finalement, cette formule, notre sinus x qui est égal à ça, cette égalité a lieu quel que soit x, appartient à l'ensemble des nombres réels. On peut faire le même travail avec la série avec cosinus x. Raisonnement analogue à celui plus haut, on pourra voir que f2n de x, f2n déjà de x, la dérivée de sin, f2n plus 1. f2n plus 1. Donc les dérivés impairs vont faire intervenir sinus x avec moins 1 puissance quelque chose ici. Ce quelque chose, c'est moins 1, donc c'est puissance n fois sinus x. Ce qui veut dire que la dérivée en 0, fn de 0, fn de, la dérivée plutôt 2n plus 1, la dérivée d'ordre impair de 0, ça va être égal à 0.
puisqu'on a sinus de 0, c'est égal à 0. Par contre, les dérivés pairs, on va avoir f1 de x, on pourra montrer que la dérivée d'ordre de n, dérivée paire, c'est moins 1 puissance n cosinus de x. Ce qui veut dire que f de 2n, de 0, la dérivée juste en 0, on remplace x par 0, cos de 0 c'est 1, donc c'est juste moins 1 puissance n. Ce qui permet d'écrire cosinus x, on pourrait l'écrire donc comme étant égal à 1 moins x carré sur 2 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, etc. moins x6 sur 6 factoriel. Il n'y a que les puissances paires qui vont apparaître, puisqu'il n'y a que les dérivés d'ordre pair qui ne sont pas nuls. Et on voit le moins 1 puissance n ici, on le voit qui se traduit en plus, moins, etc. Et bien sûr, on pourra l'écrire sous la forme la somme de moins 1 puissance n, x puissance 2n, sur 2n factoriel, n varie de 0 jusqu'à l'infini. Voilà comment on peut écrire la fonction cosinus x sous la forme d'une série de Maclaurin. Et rayon de convergence, pareil, même raisonnement que plus haut. Donc c'est le même raisonnement que la question plus haut, vous pouvez le faire à titre d'exercice. Maintenant, on fait un développement de Taylor de la fonction exponentielle x centrée en x égale 2 et non pas en x égale 0. Donc il y a une différence. Si le développement est centré en x égale 2, on va avoir exponentielle x. C'est égal. On a dit, dans ce cas-là, l'exponentielle x sera la somme de f dérivée nième au point 2, donc puisqu'on cherche le développement de Taylor centré en x égale 2, f' de 2, donc fn sur n factoriel, x moins 2 puissance n. C'est ça, le développement de Taylor. Or, on sait que la dérivée nième fn de x, c'est égal x, c'est égal à exponentielle x, quel que soit l'ordre n. La dérivée nième, donc la dérivée première c'est l'exponentielle, la dérivée seconde c'est l'exponentielle, c'est toujours la même fonction. Donc finalement, ça va être quoi? La somme, n égale 0 jusqu'à l'infini. Fn de 2, donc c'est exponentielle 2 finalement, sur n factoriel, x moins 2 puissance n. C'est ça comment on peut écrire l'exponentielle x avec la formule de Taylor centrée en x égale 2 et non pas en x égale 0. Bien sûr, on peut extraire exponentielle 2 ici, bon, on peut le garder. Si on l'extrait de la somme, on peut écrire c'est exponentielle 2 fois la somme de x moins 2 puissance n sur n factoriel, n varie de 0 jusqu'à l'infini. On peut extraire exponentielle x, par exemple, exponentielle 2, de l'intérieur de la somme. Maintenant, le rayon de convergence. Alors, le rayon de convergence, on peut juste calculer le rayon de convergence. Ça, c'est une constante. Donc, il sort carrément de la somme. Donc, il ne va pas influencer sur le rayon de convergence. Donc, on peut toujours appliquer le critère d'Alembert. Donc, en calculant an plus 1 sur an, on trouve cette quantité. Et bien sûr, il y a des choses qui vont se simplifier, comme par exemple ici, on voit x moins 2 puissance n plus 1, ici puissance n. Donc, il va rester juste x moins 2 dans le numérateur. On a n factoriel ici, on a n plus 1 factoriel, et n plus 1 factoriel, on sait que c'est égal à n plus 1 fois n factoriel. Donc, il va rester juste n plus 1 dans le dénominateur. Et en fin de compte, donc, on trouve x moins 2 sur n plus 1 qui converge donc vers 0, qui est plus petit que 1, quand 1 tend vers l'infini, quel que soit x dans R,
cette quantité elle va aller vers 0 quand n tend vers l'infini, c'est-à-dire la limite de cette quantité, la limite de n plus 1 sur an est égale à 0. C'est ça qu'on entend quand je mets cette flèche, ça veut dire que je dis qu'elle converge vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc la limite de ça, c'est 0. D'Alembert implique que la somme de an converge, quel que soit x appartient à R. Ceci implique que rayon de convergence, c'est égal à l'infini. Voilà quelques exemples de séries des fonctions qu'on peut écrire sous la forme d'une somme d'une série entière. 1 sur x moins 1, on peut l'écrire, c'est la somme de x puissance n. Sauf que le rayon de convergence, c'est 1, c'est-à-dire c'est juste pour x entre moins 1 et 1 qu'on a le droit d'écrire ça. Okay, donc x appartient à moins 1 et 1. Exponentielle x, on pourra l'écrire sous la forme la somme de x n sur n factoriel, le rayon de convergence, c'est l'infini, ça veut dire on peut écrire ça quel que soit x appartient à R, etc. La même chose ici pour sinus, cosinus. Et il y en a aussi d'autres fonctions qu'on a la possibilité d'écrire sous la forme de somme de séries entières. Pour ln 1 plus x aussi pareil, mais le rayon de convergence ici c'est 1, c'est-à-dire c'est juste pour x entre moins 1 et 1 qu'on pourra écrire, l'égalité entre la fonction et la somme de cette série. Un autre exemple, la série de Maclaurin pour la fonction exponentielle moins x carré. Donc, essayons de trouver le développement de Maclaurin pour cette fonction. Donc, premièrement, on sait que ce développement, on a besoin des dérivés au point 0. Donc, le calcul est un peu fastidieux, mais vous pouvez voir que bon, f dérivé 0e, c'est la même chose que la fonction elle-même. Donc là, c'est juste une notation pour dire f. F entre parenthèses 1, ça c'est la dérivée première. Donc c'est la dérivée de la fonction. F2, c'est la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, etc. On trouve les dérivées ici. Et par voie de conséquence, puisque ce qui nous intéresse finalement, c'est les dérivées au point 0. Ici, par exemple, 1 de 0 égale. On voit très bien que quand je remplace x par 0, j'obtiens 0. Dérivée seconde, f2 au point 0, on voit bien que c'est égal à moins 2, etc. F3 au point 0, on voit bien que quand je remplace x par 0, on obtient 0. Donc il suffit de remplacer x par 0 ici. On voit que c'est 0, etc. Et en continuant le calcul, on obtient le développement de... sachant bien sûr que f de x s'écrit comme sous la forme la somme de la dérivée n au point 0 sur n factoriel x puissance n varie de 0 jusqu'à l'infini. Connaissant donc toutes ces dérivées, là, on pourrait écrire voilà donc comment on pourra écrire la somme, comment on pourra écrire exponentielle moins x carré sous la forme d'une somme d'une certaine série. Deuxième exemple, trouver une primitive de la fonction exponentielle moins x carré. Donc en fait, si on cherche dans la littérature, on trouve que il n'y a pas de primitive. On ne peut pas exprimer la primitive de cette fonction, même si elle est intégrable. On ne pourra pas l'exprimer en fonction, à l'aide des fonctions usuelles que l'on connaît. En revanche, lorsque on peut écrire f de x avec cette série, on pourra finalement calculer la primitive de celle-là. Il suffit de calculer la primitive
de ce développement en série entière. Donc on pourra écrire que l'intégrale exponentielle moins x carré dx, finalement ça sera l'intégrale de toute cette quantité dx. Et donc en fin de compte, il suffit d'intégrer. On obtient donc fonction x moins x cube sur 3 plus x5 sur 10. On trouve donc la primitive ou les primitives de la fonction exponentielle moins x carré. Donc la primitive, c'est la primitive, donc il suffit d'intégrer chaque terme de la série entière. On ajoute une constante pour trouver la famille de toutes les primitives de la fonction exponentielle moins x carré. Un autre exemple d'application des développements en série entière des fonctions. Calculer la limite, par exemple, de l'exponentielle x quand x tend vers 0. En fait, ici, on voit que c'est une forme indéterminée. Exponentielle 0, c'est 1 moins 1, c'est 0, moins x de type, donc 0 sur 0. Forme indéterminée de type 0, 0, 0. À vrai dire, ici, on peut utiliser la règle de l'hôpital. Mais ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif, c'est d'utiliser le développement en série entière. Donc, on cherche la limite finalement de quoi? Quand x tend vers 0. Je vais écrire l'exponentielle x. Je vais écrire le développement en série entière de l'exponentielle x. Qui est égal, on a des 1 plus x carré sur 2 plus x cube sur 3 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, etc. Tout ça moins 1 moins x. Le tout sur x carré. On voit très bien ici, plus x moins x, 1 moins 1. Et on aura donc la limite. X carré sur 2 sur x carré, donc 1 sur 2, plus, on voit que c'est la limite de ces quantités. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe, ces quantités? Donc 1 sur 2, c'est une constante. X sur 3 factoriel, quand x tend vers 0, ça tend vers 0. X carré sur 4 factoriel, ça tend vers 0. Cette quantité, ça tend vers 0. Et les quantités qui vont suivre aussi vont tendre vers 0, vu que c'est des... on aura x puissance 1 degré supérieur à 3 divisé par une constante. Donc toutes les autres quantités vont tendre vers 0. Ça veut dire que la limite égale finalement à 1 sur 2. Ainsi, on vient de voir une manière de calculer les limites à l'aide du développement en série entière des fonctions.